Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est un plaisir de vous recevoir pour cette dernière soirée du deuxième cycle sur la conscience de l'association Cèdre Réflexion au partenariat avec l'APEC, l'Association pour l'exploration de la conscience. Alors, comme souvent que c'est la fin de quelque chose, c'est bien de faire un petit point. Il y a un proverbe africain qui dit que tu ne sais pas où aller, regarde d'où tu viens. Alors voilà d'où nous venons. Nous avons eu un premier cycle qui s'appelait Conscience modifiée, 2023-2024, avec Stéphane Schillinger sur les psychédéliques, avec Maurice Stoffacher sur les rêves, avec Brigitte Favre sur la médiumnité, avec Virna Signorelli sur l'hypnose et Jérémy Narby sur le chamanisme. C'était une très belle saison. Je crois que plusieurs d'entre vous y ont assisté. La deuxième saison que nous terminons aujourd'hui a commencé avec Mario Beauregard sur la psychospiritualité avec l'holosynthèse. Nous avons eu Philippe Guillemot, conscience et intelligence artificielle, puis David Perroux, intelligence intuitive et IA, puis Romuald Leterrier, Assomption et conscience. Puis Christine Favert-Caputo, c'était la dernière fois, ces enfants qui disent voir ou entendre des défunts. Et ce soir, triomphalement, last but not least, nous avons Sophie Soiton, conscience et nature, regard croisé. Et je vous fais une pré-annonce, parce que vous êtes nos amis. Il y aura un troisième cycle, 2025-2026, mais je le garde au secret du Centre culturel des terreaux, parce que la nouvelle saison aura lieu au terreau, retrouvé, rénové, et la saison sera présentée publiquement le 1er octobre, et la première conférence sous l'égide de l'APEC, cette fois seule, sera le 1er décembre, sur un sujet magnifique. J'espère aiguiser votre curiosité. Il y aura 5 conférences jusqu'au 20 avril. Ce sera vraiment formidable. Alors, je ne suis pas Trump, parce que ce sera vraiment formidable. Voilà. Voilà, Sophie m'a permis de faire ce petit rappel pour rappeler un peu d'où on vient et où on va. Sophie Soiton, philosophe et économiste. C'est un peu oxymorique, hein? Ouais, mais t'es un animal rare, c'est formidable. Tu es maître d'enseignement et de recherche à l'Institut de géographie et de durabilité de la Faculté des géosciences et des sciences de l'environnement de l'UNIL. Tu es préoccupé par la conscience de la Terre et tu es sensibilisé à la transition écologique. Tu es présidente de la fondation Zoein, qui veut dire la vie en grec, et tu es co-directrice au PUF, avec Dominique Bourg, de la collection Nouvelle Terre. Magnifique. Tu as écrit un livre qui a fait date avec Dominique, Primauté du vivant, essai sur le pensable, en 2021, un texte de référence. Et puis tu nous reviens des mystères de l'UNIL, où tu étais samedi avec des chefs autochtones. Il y avait un chef amazonien et un chef du Bénin, en visio malheureusement, mais voilà. Ils sont magnifiques et il paraît que c'était un succès formidable. Moi, j'ai fait une journée Kogi, je n'ai pas pu venir, donc voilà. Et puis, on va tout de suite ouvrir sur le sujet du jour. C'est que, dans le fond, tu nous annonces un nouveau livre. Magnifique, mystérieux, étrange et poétique que tu vas nous présenter à ta manière. Il n'est pas encore sorti, mais on aura droit à des avant-premières. Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup Jacques, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et merci à vous toutes, à vous tous, je suis ravie d'être là ce soir. Donc effectivement, en avant-première, donc L'œil du jaguar, voyage philosophique au cœur de la conscience, le sous-titre, donc sortira à la fin de l'été.
3 septembre en librairie, mais en avant-première avant pour celles et ceux qui se sentiraient une âme arlésienne pour descendre au festival Agir pour le vivant. Voilà, c'est là que se passent aussi des choses intéressantes. Ça va le micro là? Oui. Vous entendez bien? Parfait. Donc j'avais lu il y a 1 an et demi quelques extraits déjà au conseil scientifique de la Fondation Zoën que tu as énoncé tout à l'heure. Et alors le titre de ce soir, hein, c'est pas l'œil du jaguar. J'aurais aimé pouvoir avoir des livres déjà à vous transmettre, mais il faudra attendre le bon à tirer du 24 juin. Et la thématique de ce soir, c'était donc conscience, nature, regard croisé. Et pour effectivement mieux la présenter, pour comprendre et qu'on puisse discuter ensemble, puisque le but, c'est une partie un peu format conférence et puis une autre d'échange en essayant de répondre à vos questions dans un dialogue. L'idée, c'était peut-être que vous compreniez d'où je pars. Voilà, donc ce sera en avant-première avec vous, au-delà du conseil scientifique qui connaît un petit peu déjà ce qui se trame et quelques amis bien sûr. C'est une manière peut-être d'amorcer directement la réflexion en vous livrant des extraits. Donc je me transforme puisque c'est à l'heure de l'intelligence artificielle, en Google Book moi-même. Autant faire la propre intelligence artificielle et de sélectionner des passages nous-mêmes sans algorithme. Et donc je mobiliserai Jacques, que je remercie de jouer le jeu avec moi, pour vous permettre un temps et comprendre que l'intellect soit mobilisé, mais aussi votre peut-être sensibilité, si vous le souhaitez, et la spontanéité, très importante aussi dans les peuples autochtones, pour nous connecter aussi ensemble au flux. Ça paraît un peu perché quand on le dit comme ça, mais tout ceci est très rationnel. Ernst Zürcher, Philippe Roch, Dominique Bourg, voilà, Jacques à côté. Donc on peut mélanger ancestralité et modernité, c'est tout l'objet du livre. Voilà, à partir d'une expérience que j'ai vécue il y a 7 ans, 8 ans maintenant, une expérience qui sonne comme le plus grand défi scientifique, je pense, de toute ma carrière. Et comme voilà, on est peut-être privé de certaines transmissions des savoirs dans nos sociétés, il me faudra 7 ans, 8 ans pour avoir quelques réponses. En tout cas, 3 ans et demi pour écrire un livre qui m'a écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, je vais passer par certaines expériences encore. Et donc, un peu d'émotion et de stress quand même de faire un coming out quelque part aussi spirituel, si on ose le terme, mais très rationnel. Donc une posture que je vous présente aujourd'hui, j'assume un héritage. Dans le livre, je parle d'une approche prométhorphique, c'est la posture que je défends, sans renoncer à notre rationalité, à nos savoirs. Comment est-ce qu'on peut mélanger 2 traditions, 2 types de transmission de savoir, à partir de ce que nous livre la nature, de ce qu'on connaît aujourd'hui sur la conscience, et donc de proposer ce regard croisé. Donc je pourrais partir 2 heures sur une conférence sur la conscience et faire de la phénoménologie, etc. Voilà. J'ai plutôt choisi de laisser Jacques lire l'avant-propos du livre qui a été écrit, voilà, vous verrez. Je laisse Jacques lire l'avant-propos et si vous êtes d'accord, lire le plus fluidement possible l'introduction de l'ouvrage pour situer le cadre de la discussion. Et puis vous verrez bien, laissez-vous porter pour la suite. Et ensuite revenir sur les thématiques où j'en suis aujourd'hui. D'accord ? Donc il y a le début, mais tout de suite, moi, j'arrive à la fin. D'accord ? Donc il y a du Google Book début, il y a quelques passages au milieu un peu plus poétiques, et puis il y a la fin où j'en suis pour nourrir l'échange et la discussion. Je vous remercie pour votre attention et je repasse immédiatement la parole à Jacques en le remerciant vivement d'avance. Sophie m'a fait un grand honneur. Je vais dévoiler un texte issu de l'œil du jaguar. Avant-propos. Il existe des expériences de pensée qui bouleversent notre rapport au monde. Il existe un monde que nous n'osons pas encore penser. Pourtant, il est là, depuis des millénaires. Enfoui depuis la profondeur de la croûte terrestre jusqu'à la voûte céleste, il nous observe. Ce monde attend patiemment que nos antennes de terriennes et terriens, modernes minuscules, effrayés par l'inconnu,
maladroits et ignorants, au point d'en devenir parfois cruels envers leur propre humanité, se révèlent enfin. Découvrons une dimension autre que la seule visible. Le monde non pensé. Et encore, tu sais que cela est imminent. Il est temps de nous extraire de la contemplation passive et des pulsions destructrices dont notre planète bleue fait l'objet. Car le cœur de son noyau s'est réactivé, ses canaux libérés. Le flux circule de nouveau comme avant chaque grande rupture, chaque nouveau saut. Son murmure nous devient de plus en plus sonore. Entends les vents qui se coordonnent, vois les arbres qui se relient, rompant le voile de l'ignorance. Chut! Écoute, s'il te plaît, vraiment. Ferme les yeux, ressens autour de toi et en toi. Suis le mouvement de ta conscience. Tends ta main. Perçois le déploiement des océans qui répondent au vent, éclairés par la lune. La terre et les multiples êtres qui la peuplent s'ouvrent à une exploration inédite pour les aventurières et aventuriers d'un genre nouveau, un genre qui s'invente et s'invite à bord d'un étrange navire. Ainsi me parla en rêve Zarathustra, sous l'apparence d'un oiseau de pluie. Entre ses serres, il tenait un vieux parchemin qu'il déploya sous mes yeux incrédules. C'était un aphorisme de par-delà le bien et le mal, dont je ne me souviens plus de l'extrait exact. En revanche, les mots qu'il a prononcés résonnent encore en moi. L'oiseau me souffla que la superficie est beaucoup plus profonde qu'on ne le croit, et surtout beaucoup plus réelle. Pour s'en convaincre, il suffit de se laisser guider par les esprits conteurs, les dauphins et les baleines, les montagnes et la brise, les forêts et les plantes, les animaux et les sirènes. Quand je crus distinguer derrière le majestueux messager ailé l'ombre de Bergson, discutant, amusé, avec un Spinoza songeur qui acquiesçait, je me réveillais en sursaut et en sueur, interloqué et inquiète. Mais qu'avais-je bien pu manger de spécial au dîner pour en arriver à produire de tels délires oniriques? Était-ce mon cerveau qui annonçait un état de rupture imminent? Devais-je consulter ou simplement prendre quelques jours de congé? Peut-être était-ce juste un effet de la chaleur, car il faisait anormalement chaud cette nuit. Oui, c'est cela, un coup de chaud pour une soirée, sans doute un peu trop festive entre amis. C'est sur ces états d'âme que je me rendormais aussi paisiblement que mon corps me l'autorisait, ignorant encore que quelques années plus tard, ce rêve bouleverserait mon mental rationnel étriqué, élargirait mes angles de vue et de pensée, me pousserait à expérimenter pour écrire avec mes sens et bien au-delà. Exploratrice, aventurier, passager, clandestin, réfugié, reine et prince de la pensée, bienvenue à bord du magnifique, mystérieux et improbable navire baptisé Iris. Préparez votre meilleur pied marin pour un voyage hors norme, différent, autre, hybride. Sophie Soiton, Genève, 2021. Merci beaucoup, Jacques. Alors, j'enchaîne sur l'introduction. Vous voyez que je n'étais pas rapide pour finir le livre. Donc, introduction. La première fois que j'ai commencé à voir autre chose
dans la réalité que ce que le sens usuel de la vue autorise, alors entre parenthèses, hors d'état d'ébriété, de somnolence ou de maladie mentale, j'ai cru que je souffrais de la cataracte, ou bien pire, que je devenais folle. Alors en plus, devant... Je prends des risques. En conséquence, je devais impérativement me faire soigner les yeux ou me faire interner sur le champ pour soigner des bouffées délirantes ou des syndromes schizophréniques. C'était à la fin de l'été 2017. J'avais eu l'opportunité de discuter avec le représentant d'un peuple autochtone brésilien, alors en séjour en Suisse. J'avais déjà rencontré 2 années auparavant l'ensemble de cette délégation, incluant des chamans dont l'un m'avait offert, comme cela est l'usage, un collier bleu représentant le lien entre les savoirs et la transmission des cultures. Petit coup de pub pour la collection Nouvelle Terre. Voilà, c'est la note. Voilà, voir la postface de son livre dans laquelle je relate les circonstances de notre première rencontre, bien sûr, mais je ne raconte absolument pas dedans ce que je vous raconte là. Voilà, je n'avais absolument pas prêté attention à cette signification, ni au fait que c'est à moi que cela avait été remis. Une femme, approchant de la quarantaine, dans un contexte universitaire où, en 2015, je n'avais pas encore été stabilisée en tant qu'enseignant-chercheur, selon le jargon d'usage, ne sachant même pas si je survivrais psychologiquement dans cet univers particulier. Mais j'adorais mon métier, malgré tout, son système ultra compétitif et humainement hautement discutable. Ce que j'appréciais surtout concernait l'opportunité, outre le fait d'enseigner, de conduire des recherches, d'apprendre des personnes du terrain, comme on dit, de rencontrer de nouveaux défis intellectuels, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas dans un fonctionnement de la recherche de plus en plus axé sur une hyper-spécialisation. Or, l'expérience que j'allais vivre constituait précisément un défi scientifique de taille. Vous êtes prêts ? Vous allez m'aider. Alors que nous discutions le soir chez une amie, après une journée de séminaire académique sur les savoirs chamaniques, je réalisais soudainement que le cacique brésilien, amazonien, me parlait depuis un moment indéterminé en portugais, langue que je n'ai jamais apprise. Pourtant, je comprenais parfaitement tout ce qu'il me disait, et sans l'aide du traducteur, occupé par ailleurs à discuter d'un projet de production durable de cacao. En soi, comprendre une langue étrangère sans traduction constituait déjà un fait suffisamment remarquable pour mon cerveau. Comment pouvais-je comprendre et traduire le portugais ? Pourtant, en termes de choc, durant cette soirée à marquer d'une pierre blanche, il y eut encore plus fort pour moi à intégrer rationnellement. En effet, alors que le cacique m'expliquait l'importance des femmes pour leur clan et leur lien privilégié à la spiritualité et à la forêt, je me suis mise à ressentir des vibrations des pieds à la tête, un peu comme des fourmillements. Le cacique, qui ne semblait s'en étonner outre mesure, posa alors immédiatement ses mains sur mes avant-bras, s'approchant de moi en écarquillant ses yeux d'un noir intense, profond, afin que je m'y plonge. « Regarde !» C'est ainsi que, médusée, avançant ma tête et plissant légèrement les yeux avant de les rouvrir plusieurs fois, rapidement pour vérifier que je voyais correctement ce que je croyais voir, je perçus complètement sous le choc l'œil d'un animal qui se détachait en relief très net de celui du cacique, tout en s'y superposant mystérieusement à la manière d'un hologramme. Cet œil transperçant, vert et jaune, était celui d'un jaguar. J'en étais certaine. Hypnotisée, je ne parvenais pas à détacher mon regard du sien. J'avais le sentiment intime que cet animal irréel, mais bien présent à mes yeux, me sondait, m'évaluait, sans que je puisse émettre un son, une communication autre que ce ressenti de vibration entre nous. Au fond de moi, je sentais une résonance, la présence d'un animal longtemps captif qui aspirait lui aussi à sortir.
Mais j'étais incapable de contrôler ni le processus, ni mon mental en seuil d'alerte maximale. Je me sentais à la fois heureuse et apaisée, enthousiaste et un peu anxieuse. Une émotion a priori positive que seule venait troubler ma raison crispée. Dès que je réfléchissais à ce qui est en train de se produire, je sentais la vision devenir moins nette, davantage chancelante. Mais les pressions des mains du chef sur mes paumes semblaient calmer mon instinct de fuite. Je n'éprouvais pas de peur, mais ne me sentais pas pour autant intellectuellement à l'aise. On comprend, hein ? Heureusement, la curiosité l'emporta. Et je trouvais le courage intuitif de maintenir cette vision étrange. La vue sur un œil, et puis sur l'autre. De ses yeux de jaguar, sans toutefois percevoir un animal complet, ni ne pouvant communiquer avec lui autrement que par cet échange de regards hors de l'espace et du temps. Je sentais comme un tourbillon autour de nous. Seul le contact des mains du cacique sur les miennes me permettait de ressentir comme un ancrage pour mon corps suspendu au-dessus de quelque chose. Mais quoi ? Pour calmer mon mental toujours aux aguets, je me mis à parler, cherchant à comprendre à minima ce qui se passait plus précisément. Voici donc le dialogue qui suivit, que je tente de restituer au mieux ici, pour faire ressentir l'étrangeté au sens psychanalytique de mon ressenti, et en même temps la parfaite normalité au niveau de ma compréhension générale des mots et des silences articulés. Je ne ressentais à ce moment-là aucun sentiment esthétique particulier, aucun sentiment d'amour, de fusion cosmique, ni de fusion, mais quelconque, cosmos ou une nature, mais une émotion de perplexité croissante quant à la bonne manière d'appréhender le sens global de cette curieuse expérience au fur et à mesure des réponses que je recevais. Almire, est-ce normal que je vois un jaguar là dans ton œil ? Oui. Est-ce que cela vient des insectes que j'ai mangés avec toi tout à l'heure à l'apéritif ? Non. Comportait-il une substance hallucinogène ? Non. Es-tu sûre ? Oui. Suis-je en train de devenir folle ? Non. Peux-tu m'en dire plus, s'il te plaît ? Je suis occidentale et ultra rationnelle. J'éprouve le besoin urgent de comprendre. C'est normal. Je vais te montrer. Regarde. Ouvre les mains. Écoute ce chant de la forêt. Je commence. Écoute bien. Ouvre tes bras. Fais comme moi. Respire. Chante. Sens. Le cacique se mit à chanter. 3 petits points. C'est comme cela que l'on se connecte aux esprits. 3 petits points. Plusieurs fois par an, nous partons dans la forêt pour des quêtes de vision, en jeûnant des jours et des nuits entières. Est-ce dangereux ? Oui. Et vous y allez volontiers ? Oui. Je ne comprends pas. Tu dois juste te souvenir. Ferme les yeux. Souviens-toi. Mais comment se souvenir sans avoir vécu ? Chante. 3 petits points. Chante. Comment ? On est déconnecté de ce genre d'expérience ici. As-tu vu notre mode de vie, nos universités, les égos qui les peuplent, nos formations ? Je ne sais pas chanter. Et j'ai pas envie de finir brûlée vive sur un bûcher comme au Moyen-Âge. C'est facile. Regarde-moi, me dit-il, en joignant l'acte à la parole. Lève-toi, ouvre les bras, ferme les yeux, regarde le ciel. Inspire. Souffle. Respire. C'est tout ? C'est tout. Ok, je vais essayer. Continue. J'essaie. C'est bien. Tu commences à sentir. Laisse-toi aller. Respire. Chante avec moi maintenant. Je me mis à fredonner quelques notes qui, l'espace d'un instant, me semblèrent familières. Ce sentiment, ou véritable souvenir, mais doux, déclencha presque aussitôt une émotion de panique. Il n'en fallait pas plus pour que mon mental ressurgisse.
Chef, là, je stresse un peu, là. Comment arrêter cette vision du jaguar dans ton œil et ces vibrations qui me perturbent? Et pourquoi est-ce que je te comprends portugais sans traduction? Tu parles le langage du cœur, l'indigo. C'est un canal universel. Je parle quoi? Je comprends pas. Tu vas comprendre ce qui t'arrive suit un processus. C'est normal. Tu l'as en toi. On a toutes et tous une connexion avec. Et il ouvrit ses bras en relevant la tête vers le ciel. Le chef se remit à chanter dans un grand éclat de rire qui me laissa à la fois pleine de joie et de perplexité. Faisant fi de ma sidération, il ôta le collet noir autour de son cou pour le mettre autour du mien, comme les sages de son clan l'avaient fait quelques années auparavant en m'offrant un collier bleu. Une couleur symbolisant la réunion de différentes cultures, issues de mondes anciens et nouveaux. Que pouvais-je donc bien faire de ce savoir, entre guillemets, là, vécu sur le moment et longtemps encore après comme une tare, une anomalie, plutôt qu'un don quelconque? Je voulais juste revenir à la normale, une vie faite de visions bien réelles. Malheureusement, pour mon mental, ces visions ne se sont pas arrêtées, ni le lendemain, ni les jours qui suivirent. Au contraire, elles s'amplifièrent durant les mois et l'année tout entière qui s'écoula. Elles ne se limitaient plus à une seule personne, ni à des êtres humains. Je voyais des visages entiers se modifier, des ombres se superposer sur certaines personnes, jusqu'à mon propre reflet dans le miroir devenir invisible, de la tête aux pieds, après m'être vu changer d'apparence des dizaines de fois. Pire, le réel tout à coup semblait se modifier. Je voyais des formes dont les murs s'animaient, des dessins sur les immeubles en taille XXL, des odeurs se manifestaient sans que personne ne les sente. Tu imagines ? Des informations sur les gens que l'on m'avait visiblement pas communiquées. Des animaux me parlaient, des plantes et des arbres m'appelaient. Bref, je pourrais citer des centaines d'anecdotes relatives à des expériences vécues tout aussi étranges que la première relatée ici. Je donnerai volontiers ultérieurement des exemples encore plus significatifs et cocasses. À certains moments, je me confesse, j'avoue, je pensais devenir folle pour de vrai. D'ailleurs, cela ne pouvait être que l'une des deux voies possibles pour m'expliquer rationnellement ce qui m'arrivait. Reconnaître que je percevais des visions d'une autre réalité que celle que nous connaissons normalement ne pouvait dans mon esprit s'interpréter autrement que comme le signe d'une déficience physique ou mentale, les sortes de la médecine. Je décidai donc de consulter mon ophtalmologue, puis une thérapeute, psychanalyste et psychiatre. Or, d'une part, mon contrôle ophtalmologique se montrait tout à fait rassurant. La seule vision qui devait m'alerter en tant que myope était celle d'une mouche, annonçant un début de décollement de la rétine. Je n'ai pas osé demander au médecin ophtalmologue si un jaguar était assimilable à une mouche, mais je crois que la réponse aurait été négative. D'autre part, après un certain nombre d'années de psychothérapie et d'analyse, ni psychanalyste ni psychiatre n'avait jamais estimé devoir m'enfermer pour protéger ma propre santé ou celle des autres. Par ailleurs, j'apprenais par une ancienne thérapeute que la schizophrénie se déclenche lorsque l'on est jeune adulte, ce qui, alors malheureusement, ou heureusement selon la perspective, n'était plus mon cas. Nulle trace dans l'enfance, nulle trace dans mon histoire personnelle de troubles de cet ordre, excepté quelques terreurs nocturnes durant l'enfance et une méfiance naturelle envers les arguments d'autorité. Les deux hypothèses d'un potentiel danger de mon autodiagnostic tombant à l'eau, je me refusais à me rabattre sur des croyances relatives à un dogme religieux que je n'avais pas. Je suis catholique de naissance, mais non pratiquante. Et j'avoue encore, je suis passée par de longues années d'athéisme autoproclamé et accessoirement de sympathie néo-marxiste. En fait, tu imagines le choc. Le seul refuge vraiment pour m'aider à garder un ancrage concret et chercher la cause, la raison, toujours elle, par instinct de survie, comme l'explique Bergson, fut le suivant. Enquêter sur l'origine de ce sens particulier, comprendre son émergence et le contexte ayant peut-être favorisé, trouver des personnes désespérément présentant des signes d'une expérience similaire ou étant capable de me les expliquer le plus rationnellement possible.
À défaut de trouver des réponses satisfaisantes, étant animé d'un fort sens pragmatique et d'une foi assumée en la médecine conventionnelle malgré ses limites, ainsi que d'une grande propension à l'autodérision, je notais dans mon calepin en lettres bien visibles prendre de nouveau rendez-vous chez un psychiatre et un neurologue dans un délai de 6 mois. Et ce, en tout cas même si à l'époque, peu sont encore enclins à aborder ce genre de sujet, perception sensorielle multidimensionnelle, hypersensibilité, en lien à une métaphysique des savoirs. Ces thématiques restent tabous dans nos sociétés, encore très ancrées dans des dogmes de la science positiviste et d'une forme de tolérance vis-à-vis des religions, auxquelles se réduit malheureusement, pour beaucoup, la spiritualité. Pourtant, cette dernière peut être aussi laïque, le mot étant lui-même ironiquement devenu magique par sa vertu à rassurer tout le monde. Telle était la première partie de mon enquête, et telle sera la première partie de cet ouvrage dans une approche que je qualifierais de prométhéenne, tentant de trouver des explications à l'extérieur de moi-même pour me délivrer de ces visions, à défaut d'en comprendre le sens et la portée. Tout en expérimentant des situations de plus en plus compliquées à expliquer intellectuellement, je ne cessais de tenter de mobiliser notre héritage philosophique et scientifique occidental pour y trouver un angle de compréhension original et rationnel afin de m'éclairer dans cette aventure hors norme. Je relaterai comment j'étais amenée à faire un coming out spirituel avec mon grand ami, présent dans la salle, Dominique Bourg. Ensemble, nous avons écrit à 4 mains Primauté du vivant. Hormis un passage sur le sentiment océanique, en fin d'ouvrage, que je voulais laisser absolument en note de bas de page, Dominique m'a forcé à le remettre. Tant j'appréhendais à l'époque les réactions hostiles à ce genre de propos, il n'est jamais question d'expérience telle que celle relatée ici. Je n'étais simplement pas prête, ni émotionnellement, ni intellectuellement. Dans l'ouvrage que vous êtes supposé tenir entre vos mains, je voudrais aller plus loin et pousser ma propre curiosité jusqu'au bout, en interrogeant le sens profond de ces transmissions des savoirs. Au regard de notre héritage de pensée, de notre culture, comprendre leurs modalités, leur émergence et leur lien à notre propre interprétation du vivant et de nous-mêmes. Pour ce faire, j'ai dû dépasser une approche purement intellectuelle largement insuffisante. J'ai dû aller sur le terrain, me confronter à une approche plus anthropologique. Et si le chef disait vrai ? Si, comme le plébiscite la nouvelle anthropologie dans le sillon d'un Escobar, nous prenions réellement au sérieux ce que nous disent les peuples premiers. Comment alors recevoir, réinterpréter et peut-être même réenchanter notre relation au vivant, à la raison et à la connaissance de soi ? Précisément, c'est ce qui fonde la dynamique de ce livre, avec des allers et retours physiques et psychiques entre 2 cultures et 2 modes de pensée qui m'amèneront à proposer ma propre interprétation. Conçu sur le mode du récit exploratoire, ce livre inclut des références à la philosophie et à différentes disciplines scientifiques dans une approche pluridisciplinaire, que tu connais bien, Jacques. Ces connaissances expérimentalement découvertes m'ont donné le courage de continuer sans relâche l'enquête scientifique et de trouver une tradition philosophique européenne permettant d'expliquer une filiation de pensée. Pas question de renoncer à mon savoir, à nos savoirs occidentaux, à notre science qui ne se limite pas à un dogme et comprend de merveilleuses découvertes ainsi que des méthodes inspirantes. La question se posait de la manière suivante. Peut-on et comment combiner 2 types d'expériences et de savoirs acquis et innés qui dépassent la perception de la conscience normale, entre guillemets ? Comment en rendre compte objectivement et l'assumer en pratique ? Telle est bien la visée de l'œil du jaguar, avec une gestion de mon retour à quai sur les plans physiques, psychiques, intellectuels et spirituels. Car cette démarche, conçue à partir d'une expérience vécue, implique une solide méthodologie et un positionnement clairement assumé quant à ma perspective de départ. Notre société nous oblige quelque part à choisir un camp, pour ou contre, à nous opposer, ignorant la force de ce qui nous réunit, notamment l'appartenance à une terre commune. Une palissade visiblement oubliée. Nul n'est jamais tenu d'écrire un livre, explique magistralement Bergson. Alors pourquoi m'y emploierais-je ? Parce que je ressens aujourd'hui le devoir de témoigner d'une nouvelle opportunité de concilier 2 cultures, 2 traditions a priori opposées. L'une occidentale et rationnelle, peu encline à s'ouvrir à l'inconnu en matière de spiritualité,
tout en cherchant de nouveaux paradigmes dans la relation au vivant, autres que la technologie et le réductionnisme. L'autre, ancestral, maniant des savoirs et des pratiques d'un autre âge et s'efforçant de les transmettre à une jeune génération qui s'occidentalise rapidement. Si je dois écrire ce livre, ou plutôt me laisser écrire par lui, quel est donc son foyer secret, pour reprendre l'expression de Bachelard? Je répondrai tout simplement que ce foyer est la curiosité. Une curiosité de chercheur, pour tenter de mettre en mots une expérience pourtant ineffable. Et chercher ainsi d'abord à me soigner dans ce que j'appréhendais alors comme le symptôme d'une maladie. Sauf erreur, je ne connais pas, toujours dans mon entourage universitaire, dans celui de mes proches, des personnes témoignant de visions en 3D ou d'expériences d'œil de jaguar perçues à travers celui d'un autre être humain. Mais il en existe sans aucun doute, et qui ne sont pas nécessairement des personnes folles au sens psychiatrique du terme. Si j'emploie le terme de soigner, cela n'est pas un hasard. Curiosité comprend la même racine que curare, impliquant le soin. Ce constat est primordial et donne tout son sens à cet ouvrage et à ma quête. Et si, en cherchant à me soigner, je mettais en relief la nécessité première d'écoute, comme celle du médecin, avec ses patientes. Et si nous prenions enfin le temps de nous écouter et d'écouter les autres, les animaux, la nature, la terre, nous soignerons-nous mieux? Sans apporter de réponse tranchée, ma méthode consiste à me placer humblement dans la lignée philosophique d'une apprentie philosophe, selon la posture décrite par Nietzsche, de chercheur de connaissances, en prenant à rebours les concepts abstraits, froids et vides, déconstruire les grands systèmes à coups de marteau et se positionner en philosophe médecin, celui que Nietzsche appelle de ses voeux, en redonnant la part belle au corps, aux émotions, au refoulé de la philosophie. Ainsi, pourrais-je peut-être mieux entendre le son des vibrations de mon corps, celui des chants des anciens, que me fredonnait le chef indien, et recueillir des indices en moi de reliance au monde. La Terre, c'est vraiment elle tue, en référence au livre de David Abraham. Dans une approche holistique chère à Canguilhem, philosophe et médecin, je me prendrai donc moi-même comme objet d'exploration au sein d'une société malade de ses excès, dans une dimension d'ouverture pour les autres, en travaillant sur mes émotions à la manière spinoziste et en utilisant une intuition d'inspiration bergsonienne. À mon corps défendant, bravant mes propres tabous et la peur panique du rejet, je m'efforcerai page après page, armée de mes philosophes favoris, comme compagnons de voyage, d'explorer toutes les facettes de cette étrangeté révélée, fondatrice, qui échappe à mon cadre habituel de pensée. Ce livre, L'œil du jaguar, est donc simplement un pont expérience à emprunter ou pas en l'honneur de notre libre arbitre, qui n'est pas, n'en déplaise à Descartes, celui de l'âne de Buridan, contraint paradoxalement de mourir à cause de son non-choix, mais celui d'un pouvoir créateur lié à une autre approche du raisonnable et de la raison, dans la pleine mise en œuvre d'une rationalité au service du vivant. Allons-nous nous en saisir et nous réinventer? C'est en toute humilité ce que je souhaite suggérer. J'arrête. Je vous épargne l'avertissement méthodologique, prévu surtout pour mes collègues philosophes et très précis. Vous retrouverez n'importe quelle librairie en ligne, le petit résumé derrière la page de garde, etc. Mais pour l'heure, ce que j'aurais aimé faire, c'est vous dire que dans cet ouvrage, il y aura deux parties. Une approche Prométhée, une approche plutôt orphique, et que l'intérieur du texte est ponctué de ce que j'appelle les divagations transpoétiques. On en trouvera pour tous les goûts. Des références, évidemment, il y aura un chapitre dédié aux pistes pour la science, pistes de la science, des cascades de réminiscence, l'héritage d'une philosophie incarnée, donc on retrouvera beaucoup de choses. Mais pour l'instant, j'aimerais laisser la parole à Jacques pour vous lire une divagation transpoétique. Et nous ferons un petit échange de divagation. Merci Sophie.
Alors, un professeur de psychiatrie qui fait des divagations, c'est nouveau, mais on va essayer. Ce très beau texte, très poétique, s'appelle « Dragon ». Elle est sauvage, aquatique, terrien. J'ai sous toutes mes formes hypnotisé, fasciné, inspiré les peuples. Mon souffle peut détruire ou créer. Je donne la chance, inspire le respect. Je brûle, je donne la vie. Je reprends ce qui m'est dû et dispense des largesses. J'aime les cœurs purs et la véritable noblesse. J'exècre la faiblesse des roitelets, la fausseté du pouvoir, le fiel des fausses promesses, des menteurs et perverses. Je suis le renouveau, la puissance du sage. Honore l'esprit du dragon. Cultive-le en toi. Si tu veux devenir toi-même, fais appel à moi. Merci beaucoup, Jacques. Alors, je veux lire une autre divagation, mais plutôt dans l'araignée. Donc, la source du point de vue de l'araignée. Un dialogue entre... Vous verrez. Oui, c'est cela. Allonge-toi. Prends place en toi. Respire. Souffle. Apaise ton mental. Écoute. Entends-tu ? Non, je n'entends rien. Juste tes mots venus de nulle part. Concentre-toi. Laisse aller tes jugements. Ne cherche pas à comprendre, mais ressens. Comment ? Visualise l'araignée en train de créer. Où ? Vois intérieurement ses longues pattes agiles. N'aie pas peur. Regarde plus loin que tes craintes. Laisse ses mouvements t'hypnotiser. Observe-la et laisse-la te présenter son chef-d'œuvre sonore. Entends-tu maintenant ? Je capte un son, une vibration. Un fil se tend, je le vois. Garde l'axe. En fermant les yeux, je le perçois plus distinctement, telle une corde qui se tend subtilement. Je capte une onde, un son qui me rappelle celui du rebord d'un bol tibétain sur lequel on aurait légèrement tapoté. Il se déploie lentement, depuis mon ouïe jusqu'à mon bassin. Que ressens-tu ? Je sens une ligne sinusoïdale dans tout mon corps, longeant ma colonne vertébrale. Mon corps est un instrument de musique. Il est cette corde, il répond à l'onde, se synchronisant sur sa fréquence. Il devient un fil précis sur cette toile, en constante création, se propageant jusque sous mes pieds. Il descend sous la terre, en la source de son cœur. Continue, avance doucement. Je suis en équilibre sur cette corde, je deviens la vibration. Son écho résonne dans chacune de mes cellules. Continue, lentement. Je me nourris de l'écho, je m'y appuie. Je deviens cette note, ce cri, ce do profond, vibrant. Inspire lentement, souffle, plus longuement encore. J'expire. Je suis un homme, l'alpha, l'oméga de l'origine du monde. Tu deviens le souffle de la création contenu dans une respiration qui s'étend depuis le sommet de ton crâne jusque sous ton corps, relié aux étoiles galactiques que ton ami tisse. Et maintenant, que ressens-tu ?
Je suis enivrée comme si j'avais franchi la porte des étoiles, rien qu'en fermant les yeux. C'est parce que tu l'as suivi, sans crainte d'ouvrir cette porte. L'araignée créatrice t'a invité et l'a laissé s'imprégner en toi, te faisant visiter son atelier. J'ai vu la source de son inspiration à laquelle nous sommes tous reliés, le cosmos. C'est suffisant pour aujourd'hui. Tu as vu ce que tu avais à voir, senti ce que tu pouvais supporter. Réveille-toi maintenant, tes amis te cherchent. À toi de partir, car la pluie va bientôt tomber. Je fais un si joli voyage, je ne veux pas me réveiller. Tu reviendras, c'est si simple. Le son de mes sœurs et de mes frères battant des mains en rythme au son des chants de la musique, les danses des femmes en cercle activent ma vue, font résonner les battements de mon cœur. Ancré dans le sol, je chante, aligne mes mains, mes pieds. Je calme ma voix et mon rythme, ferme les yeux, ouvre mon cœur et mes bras, abaissant ma tête en arrière. Je suis le tambour, je suis le vent, je suis la pierre, je suis l'arbre, je suis un grain de poussière, je suis le cosmos. Je suis dans et hors le monde, je laisse passer de mon corps poreux la matérialité fluide des esprits. Et je recentre à l'intérieur mon énergie de vie. Je suis dans et hors du flux, une particule de lumière et de vie. Je vois tout au-dessus et au-dessous de moi, je flotte. Je n'ai plus de fin, plus de commencement. Je suis hors du temps, extatique et mobile. Au son d'un autre appel, d'un rythme plus grave, plus lourd, plus fort, je reviens doucement. Je rentre dans mon corps. Je suis de nouveau moi, la philosophe, la mère, la petite fille, l'enfant, l'ami, la femme. Combien de temps s'est-il écoulé? 1 heure? 1 jour? 1 semaine? Peu importe. C'est l'intensité du ressenti qui compte. Rien de mystérieux, rien de surnaturel ni de folklorique. Pas de cris, ni de hurlements ou de scènes à jouer. Tout est question d'alignement et de centrage. S'adonner librement à un rythme, une danse, comme jadis les bals de la Saint-Jean ou dans les fêtes de mariage, de soirées entre amis, de raves en nature, de célébrations festives et joyeuses, dans des écolieux laïques, des éco-hameaux chrétiens ou des écoles soufistes. Sans drogue, sans plante, avec juste une fleur racine dans la main, celle imaginaire et bien réelle de la liane qui me relie depuis le centre de la terre jusqu'à la voûte céleste. Merci Jacques. Je vous propose une dernière divagation et de revenir à aujourd'hui, où on en est. Dernière divagation, Philippe aussi, en hommage à Ness, sur penser avec la montagne. Sais-tu te fondre dans le corps épais d'une montagne? Non. Regarde-moi. Je te regarde. Fille de l'amour, ouvre ton cœur. Je l'ouvre. Pas assez. Élargis-le encore. Comment? Gomme ta haine, ton ressentiment. Ne geins plus. J'ai mal.
Tu ne crois pas assez en toi. Croire en moi ne suffit pas. Je crois. Alors lance-toi. Montre-moi comment tu plonges en moi. Trouve mes yeux, ma bouche, mes bras, mon âme et rejoins-moi. Je vois une forme sous toi. Devine un relief, sans une densité qui m'échappe. Sais-tu fondre dans le corps épais d'une montagne? Non. Regarde-moi. Je te regarde. Fille de l'amour, ouvre ton cœur, je l'ouvre. Pas assez. Élargis-le encore. Comment? Gomme ta haine, ton ressentiment. Ne geins plus. J'ai mal. Tu ne crois pas assez en toi. Croire en moi ne suffit pas. Je crois. Alors lance-toi, montre-moi comment tu plonges en moi. Trouve mes yeux, ma bouche, mes bras, mon âme, et rejoins-moi. Je vois une forme sous toi. Devine un relief, sans une densité qui m'échappe. Ne réfléchis pas, ressens simplement, plonge. Je sens le bois, la rosée sur ta roche, le bien que je peux te faire en te disant que je t'aime pour ce que tu es. J'entends le bruit des feuilles qui tombent des arbres pour nourrir la terre qui nous porte. Oui, continue. Affine ta vision en oubliant tes yeux et tes paupières, en sentant d'en haut, par et au-delà de ton corps. Laisse tes yeux ouverts sans buer du tout. S'ouvrir à la claire vision que t'offre le cosmos. Vis ton rêve en restant éveillé. Je vois ton nez, tes formes. J'approche ma main et caresse ton visage. Je sens l'écorce rugueuse et douce de ta chair de pierre. Je me penche et caresse la mousse qui se forme sous les arbres à tes pieds. C'est tellement doux. Viens plus près. Un bourgeon m'appelle, me rappelant la forme de tes yeux, proche de la mienne. Car nous nous ressemblons, toi et moi. Ma foi peut te soulever, me glisse le vent dans mon cou. Je sens la force d'un baiser froid qui me brûle, le désir de me fondre en ton cœur pour fusionner avec toi. Approche-toi encore. Nous ne faisons qu'un. Je suis toi, tu es moi. Nous sommes cette montagne qui sent et pense de tout son être, son corps, ses forêts, mes cellules, nos minéraux confondus dans cette onde de vie que l'on appelle nature. Je t'aime, fille du vent, tu es ma présente, mon présent, mon futur. Tu et moi, nous sommes liés, en tout cœur et dans le mien. Nous battons en cœur avec celui de l'univers, sous nos pieds et bien au-delà de nous. Je t'aime, roi des montagnes, et je m'aime aussi de m'autoriser un tel amour divin, cosmique, plein. Alors pour peut-être à la fois conclure sur les extraits, et ouvrir la discussion, puisque c'est important de pouvoir aussi échanger. On passe dans le chapitre conclusif retour à quai, voilà, sans transition, sans toutes les cascades de réminiscence, les pistes pour la science, et les voyages en Indonésie qui m'ont beaucoup aidé. Si jamais, voilà, le premier livre de la collection, c'était L'Esprit de la jungle, donc Iwan Asnawi, qui est un guérisseur indonésien, mais aussi juriste, prof assistant, a été à l'université de Berne, donc c'était bon pour avoir une bonne connexion dès le départ, que je me sente en confiance, et donc qui m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses grâce à la culture indonésienne. Donc, je le connaissais depuis 2011 et donc je le remercie aussi. Donc cet ouvrage, évidemment, il existait quelque part en moi sous forme de graines ayant grandi au fil des ans, de mes rencontres, de mes expériences, avec beaucoup d'autres personnes aussi. Wayne, donc tous ces gens dans cette collection aussi sont des gens incroyables. Standing Bear, on est dans le Canada, Amérique du Nord. Et donc voilà, je me serais jamais lancée dans cette aventure sans avoir un précieux ami, rencontre, synchronicité aussi autour de moi qui m'ont permis de comprendre et de faire ce voyage, de me lancer dans l'aventure. Donc en fait, ce qui m'arrive, et vous comprenez que c'est très compliqué pour un chercheur, vous comprenez que je suis quand même très rationnelle, que je refuse ce qui m'arrive, donc ça prend un certain temps à accepter. Je commence par vivre des expériences et des rencontres que je comprends après coup. Il m'arrive des choses et je les comprends après. Donc les philosophes, au début de mon chemin, ne me sont d'aucune utilité, quasiment aucune. Mais je leur cours derrière et j'essaie de reconstituer une filiation. Donc il arrive des choses. Il y a un grand mystère, il faut être humble. Il y a des choses que la raison ne nous permet pas de comprendre, et certaines, en revanche,
qui sont importantes. Donc je dirais que philosophiquement, je me situe dans une tradition jamais revendiquée de Bergson, Nietzsche, Spinoza, vous l'avez compris, qui sont visionnaires quelque part, mais dans un sens qui sont héritiers d'une autre manière de voir les choses, qui leur a aussi quelquefois beaucoup coûté, proposant une autre approche de la science de la religion. Donc pour Nietzsche, certes, Dieu est mort, mais la créativité dont nous avons besoin, plus encore aujourd'hui, se situe au-delà de la religion. On a besoin, bien sûr, de la religion, des spiritualités, mais aussi de la créativité. On a besoin d'un surhomme, alors d'une surfemme, pourquoi pas, surhumain, sur-trans, que vous voulez, divagation, tout, sortant de la torpeur dans laquelle nous trouvons en fait les moyens, nous avons besoin de changer de paradigme et construire une société en harmonie avec le vivant, loin de l'extraction massive fossile mortifère, de la destruction de nos écosystèmes, qui traumatise mon ami Dominique Bourg, et on essaie de lutter pour envoyer de la beauté, donc en utilisant l'art, la magie, la création, le désir, le travail sur ses émotions. Donc il y a bien, j'aime beaucoup chez Spinoza, c'est qu'il y a bien quelque chose qui provient d'une religion naturelle, d'une transmission de la parole divine aux prophètes, en s'adaptant à l'époque. Donc aujourd'hui, on a des psychiatres, on a des médecins, on a des philosophes, on a des art-thérapeutes, on a des professeurs, on a beaucoup de personnes qui s'ouvrent et qui permettent en fait, de se reconnecter. Et je passerai là-dessus. J'ai beaucoup écrit ailleurs sur l'état des lieux de la planète, sur le fait qu'on a des scientifiques. On a la chance d'avoir Ernst Zürcher, dont les travaux sont extrêmement importants sur la sensibilité des plantes, sur les arbres, sur l'influence de la lune et des cycles sur les arbres et ses coupes. Donc Ernst, qui a aussi publié Paroles d'arbres aussi dans la collection, recueilli des dizaines de témoignages de gens qui aussi se dévoile aussi sur cette sensibilité aux arbres. Donc aujourd'hui, comme le disait Ernst, quand on a parlé en conseil scientifique, enfin on va pouvoir commencer à travailler aussi. C'est-à-dire que ces savoirs qui étaient considérés comme minoritaires, comme complètement fous, la science nous le ramène. Ernst publie dans Nature, donc c'est des choses aussi qui nous montrent qu'on peut garder les deux, qui moi me font beaucoup de bien, de ne pas abandonner la raison. Donc pour conclure en 2 minutes, je dirais qu'entre l'expérience inaugurale qui amorce cet ouvrage voyage, l'œil du jaguar, et puis la conclusion qui le clôt, il y a quand même 8 ans qui se passent, 7 ans et demi. Donc voilà, je ne vais pas faire des diagnostics d'œil chez chacun, je ne suis pas une spécialiste de voir encore plein de choses, c'est des moments qui se passent, donc il faut apprendre à gérer ça et puis à passer aussi, en faire quelque chose. Donc je suis allée quelque part, j'ai mis beaucoup de temps pour trouver le bon ton, pour accepter qu'il puisse y avoir dans le texte beaucoup de rationalité, beaucoup de méthodologie, il y a la phénoménologie, il y a beaucoup de références à mes collègues philosophes, aux neurosciences, au cerveau bien sûr, à toutes les discussions que vous aurez aussi, qu'on a déjà eues grâce au cycle de conférences que tu proposes, grâce à celui qui aura sur les différents paradigmes, sur la porosité entre les mondes minéraux, végétaux, bien sûr animaux, mais aussi à l'intérieur du cerveau. Je me suis beaucoup intéressée, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, le striatum, le cortex, la conscience, la mémoire. Donc c'est pour ça que je me permets de me positionner dans la ligne de Bergson, c'est que lui aussi dans son temps s'intéressait au parallélisme, donc je développe beaucoup ça aussi dans l'ouvrage pour revenir où on en est aujourd'hui, qu'est-ce que la conscience. Pas sûr qu'on ait forcément beaucoup avancé avec tous ces débats, est-ce que la conscience et le cerveau est localisé dans la conscience ou pas, est-ce qu'il est en dehors, mais sur le moment je t'avoue que ça m'est complètement égal, parce que quand tu vis ça, les grandes théories scientifiques, ça n'est pas d'utilité. Par contre, c'est intéressant après de le reconstituer pour resituer ces travaux, et ça donne des pistes en fait pour la science. Mais sur le moment, je dois me reconstituer une filiation, essayer de trouver des réponses. Donc comment on fait en pratique, comment est-ce qu'on fait, jusqu'à ce que je trouve mon eureka cathartique pour avoir une propre réponse, comme chacune et chacun peut avoir. En fait, on doit nous-mêmes retrouver, c'est ça que j'ai envie de dire au final, on doit aujourd'hui retrouver notre propre filiation. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on travaille aussi ensemble avec Jacques, grâce à des médecins, à des docteurs, grâce aussi au psychiatre Nicolas Belleux, qui nous a aussi réunis pour nous demander des formations sur le fait de comment est-ce qu'on peut revenir à l'origine de la psychiatrie, à l'origine de la philosophie. C'était quoi la posture? Donc je remonte loin, à Socrate, Platon, il y en aura, la philosophie grecque qui arrivera aussi dans le livre, pour justement essayer de laisser une place aussi à différents savoirs, traditions, médecine ancestrale, médecine conventionnelle, guérisseuse. On sait aujourd'hui au CHUV qu'il y a beaucoup de
coupeurs de feu, de savoirs qui sont aujourd'hui utilisés, qu'on cramait sur des bûchers il y a quelques temps, mais qu'aujourd'hui on trouve que finalement c'est pas si mal, on ne cherche pas à savoir comment, mais ça marche, il faut aussi être pragmatique. Je voudrais aussi remercier beaucoup le docteur Jean Martin, notre ancien médecin cantonal, qui m'a beaucoup aidé. On a beaucoup pu discuter. Donc, on trouve aussi des indigènes vaudois. Chez nous, on n'a pas tout perdu, nos savoirs autochtones. Et qui est aussi sensibilisé, qui a été le premier, alors qu'on ne se connaissait pas, à faire une excellente recension. C'est un excellent, je ne sais pas comment il fait pour lire autant de livres, être au courant de tout, avoir toutes les conférences, il code et tout. Et avoir fait une recension du livre de l'esprit de la jungle d'Iwan Asnawi, en trouvant l'intérêt, le parallèle qu'on pouvait faire, alors jusqu'à un certain point bien sûr, mais entre notre manière de soigner. Et donc avec Jacques, on a eu l'occasion d'avoir ces échanges, de réfléchir sur l'addiction, sur des pathologies lourdes, comment ça pourrait être abordé avec une cosmologie. Alors je ne prétends pas soigner quoi que ce soit, je vous le dis tout de suite, mais comment, avec une approche différente, je pouvais me permettre de faire un peu l'interprète, parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu ça, un peu mon rôle, enfin, en tout cas c'est la conclusion, faire la passerelle entre deux types de savoirs. Et Jacques va beaucoup parler des 3 ordres de la médecine, physique, enfin voilà, on pourra peut-être en reparler après. Moi, de ce que j'ai retenu de toutes mes rencontres, et ce que vous voyez aussi des divagations, c'est qu'on a perdu, en tant que philosophe, je me mettrai dans cette posture, c'est qu'on a perdu, mon hypothèse de départ, cette connexion en fait au vivant, cette connexion. Pendant très longtemps, la cosmologie, on était comme les savoirs ancestraux, cette idée qu'il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, psychique, mais il y a aussi d'autres enveloppes autour de nous. Et donc, quand il y a une maladie, le mal a dit que le corps est sage et que la sagesse populaire, le langage populaire, quand vous dites « il me donne des boutons, ça me gratte, j'ai mal au dos », le corps va transmettre une sagesse, va transmettre en fait des symptômes du mal qui a dit, et ils peuvent se résoudre par des techniques de reconnexion, de retrouver l'origine du mal en fait quelque part, et par des techniques qui se rapprocheraient de mettre les personnes dans des états différents de conscience, de retrouver l'origine du mot, de pouvoir en parler, de reconnecter à ce moment-là, et de pouvoir imaginer alors des choses qu'on retrouve dans les neurosciences, etc. Alors, il y en a plein de livres, une manière aussi de pouvoir soigner, tout à fait rationnelle, mais tout à fait mystérieuse également, et on accepte cette part de mystère, où le spirituel, où les esprits peuvent soigner. Donc comment on mobilise l'imagination, comment on mobilise l'art. Une grande amie art-thérapeute aussi, Nathalie Roulet, qui est là aussi. Donc comment on en a beaucoup discuté. Donc merci aussi à Nathalie Longois. On a pu aussi beaucoup discuter entre nous, entre amis, d'avoir ces espaces de création, de pouvoir travailler aussi avec nos énergies, avec le corps qui sait, qui nous montre en fait. Et ça, c'est assez révolutionnaire et c'est une piste qui nous semble très prometteuse et pour laquelle nous continuons à travailler. Et donc, je remercie aussi Nicolas Belleux d'avoir pu aussi permettre d'avoir cet échange avec Jacques et qu'on puisse aussi continuer aujourd'hui dans une recherche-action, j'ai envie de dire plutôt une recherche-création, en nous enterrant, nous, voilà, l'âge de pierre, et en nous autorisant à renaître pour pouvoir, avec d'autres, humblement essayer ensemble de faire des supervisions, qui ne sont pas forcément psychiatriques, mais des ressentis pour voir comment, peut-être, dans les thérapeutes 2.0, il pourrait y avoir des passerelles entre ces savoirs. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, excusez-moi pour le résumé un peu rapide, mais d'où je pars et d'où j'arrive, et je m'arrêterai sur ces paroles en vous remerciant infiniment pour votre attention et votre écoute, et pour cette opportunité. Merci beaucoup. On va commencer par prendre des nouvelles de notre ami. Ça va. Il est vivant. Primauté du vivant. Alors, on va essayer de poursuivre. S'il y a quoi que ce soit, Christine, tu nous fais signe. Merci, Sophie. Merci. C'est vraiment d'un genre nouveau. Notre collaboration entre philosophie, développement durable, psychiatrie était effectivement initiée dans une réflexion sur le spiritual care, qui est ce 3e ordre de la médecine dont on a déjà parlé. Et mon expérience avec le peuple Kogi, je sais que Ernst Surcher a aussi vécu des choses avec moi, avec les Kogi, ces peuples proto-indiens de la Sierra Nevada,
dont bien sûr tu as aussi entendu parler, fait des rencontres. Et c'est vrai qu'il y a une fascination pour les peuples racines au moment où on se pose la question de l'avenir. Je reviens au proverbe africain. Si tu ne sais pas où aller, regarde d'où tu viens. Je crois que c'est d'une sagesse immense. Et que j'étais l'autre jour à un congrès sur l'intelligence artificielle. D'énormes machins à Genève. Et puis je leur ai parlé de la poésie. Ils étaient complètement décoiffés, hein? La poésie, c'est quoi? Ça va comment dans la machine? Tu vois, il y a quelque chose de ce savoir ancestral dont tu nous parles poétiquement, parce que tes textes parlent avec l'hémisphère droite, avec les émotions, avec les intuitions, et en même temps, tu restes académique, tu restes une chercheuse, tu restes curieuse, et c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien, parce que je crois qu'on peut être scientifique et mystique. Je crois que c'est une voie possible pour le XXIe siècle. On a cru longtemps que ça s'opposait. Mais le philosophe Barbore que tu connais, il a une typologie de 4 types pour les rapports entre la foi et la science. Le premier type, c'est l'opposition et le conflit. Tous les autres sont des cons, vice-versa. Deuxième type, parallélisme ou indépendance. Alors, les spirituels avec les bougies, et puis les scientifiques dans les labos. Et les vaches sont bien gardées. Troisième type, il y a des zones frontières. Ah, l'origine du monde. Ah, la conscience. La mort imminente. Là, on ne sait pas trop et il faut se parler. Mais c'est limité à des zones frontières. Et puis, Sophie, tu nous permets d'accéder, et le public va sans doute poser des questions, sur comment on réussit l'intégration. Comment est-ce qu'on peut se centrer, s'aligner dans les 3 ordres, la matière, l'esprit et l'âme. Parlons un peu de l'âme et l'œil du jaguar. N'est-ce pas un peu le 3e œil, Sophie? Oh non, non, non. C'est pour embêter les gens, là, pour démarrer la discussion. Alors, le 3e œil, moi, j'ai pris l'habitude. Ok, donc on ne va pas continuer à blablater philosophiquement. Je pense que vous avez beaucoup de questions sur la posture de Sophie, sur la façon qu'elle a eue de nous présenter son futur livre, qui nous donne vraiment envie de lire. C'est dommage que tu n'aies pas pu l'amener ce soir, mais c'est une promesse. Et les promesses de Sophie sont tenues. Vous avez déjà eu droit au dragon, hein, quand même, attention. Voilà. Bon, Sophie, merci beaucoup. Est-ce que tu veux peut-être réagir à mes quelques propos sur les rapports entre la science et la mystique, sur les 4 degrés de Barbore? Toi, tu es où, là? Tu intègres, alors? Vas-y, réponds à ça. C'est une injonction. C'est un dragon. Possédé par l'esprit du dragon. Je t'honore. Moi, ce qu'on m'avait dit, enfin ce que j'apprendrai après coup, mais il y a le chakra couronne aussi, tu vois. Il y a l'œil du jaguar et puis après, il y a d'autres choses. Mais moi, à l'époque, j'ai pas fait un cours de yoga, je sais pas ce que c'est qu'un chakra. Les voyants, c'est tous pour moi des escrocs. Enfin, on peut pas faire pire. Je crois que c'est la plus grande punition que je peux recevoir, c'est qu'il m'arrive une expérience comme ça. C'est pas du tout mon rayon, c'est pas mon truc. Et je suis crispée, quoi. Et en même temps, ma réalité fait que je dois trouver des solutions. Donc, le livre, c'est de l'autodérision. Enfin, tu imagines des situations des plus cocasses. Donc, voilà. Dominique, on connaît un rayon parce qu'il était mon confesseur pendant des années où je lui disais, tu me dis si je deviens perchée ou folle, quoi. Donc, je me suis pas teint les cheveux en rose, j'ai pas une crête, voilà. J'avais pas besoin d'exprimer ma différence, mais j'avais l'impression qu'elle se lisait sur moi. Donc, j'avais l'impression de sortir, que tout le monde voyait ce que je ressentais. Donc, j'ai dû intégrer, j'ai dû digérer, intégrer et tout oublier. C'est le dernier cran. Voilà, tu déconstruis, tu construis, tu intègres, tu gères au mieux, et puis tu dois apprendre, tu dois désapprendre même ce que tu as appris pour finalement te rendre compte que j'en suis au bout de 7 ans, je vous dirais pas beaucoup plus que vous dans cette salle. Voilà, le tout c'est, je ne vais pas trop vous spoiler le livre, mais
c'est de trouver sa place en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Personne va me dire quoi faire. Mais moi, je vais faire le tour de la Terre. Enfin voilà, je vais aller 3 fois en Indonésie, je reviens, j'ai des réunions de clans, je vous dis pas, je suis dans plein de clans de trucs. Et à chaque fois, au début, je suis déçue. Le chapitre 1, bon, vous le verrez, il y a une partie qui s'appelle de la déception rationnelle à l'espoir poétique. C'est-à-dire que moi, je veux des réponses. Je viens pour avoir des réponses. Quoi. Je suis Bacon, voilà, l'ISIS, on arrache le voile, on veut y aller. Quoi. Je suis pas dans la nuance, je suis pas dans les divagations. Je suis un bulldozer scientifique. Bon. Et je me suis terrassée par des choses qui, pour moi, relèvent du privé, c'est de la psychiatrie, c'est peut-être de la poésie. J'ai énormément de mal à remettre les deux, donc je suis complètement désaxée. Et tout dans ce que je reçois, c'est respire, lâche. Et je lâche pas, hein. Donc, j'oserais même pas dire que j'ai un œil ouvert, mais je sais pas d'où il sort, je redescends. Donc, je dirais c'est acceptation avant même l'intégration, acceptation, intégration forcée, parce que bon, bah voilà. Et puis, il faut en faire quelque chose. Donc, j'aurai une traversée noire des mystiques, c'est le chapitre 3. Je vais avoir des choses magnifiques avec des sentiments océaniques. Vous vivez des choses merveilleuses. Puis vous retrouvez dans un corps incarné, ben merde, quoi, finalement, ça, et tout ça pour ça, qu'est-ce qu'on fout? Moi, je veux repartir. Donc, si on n'a pas une posture, voilà, comment on revient? Et je plains les gens qui vivent ça, parce que vous revenez, c'est pas drôle, l'université, j'adore mon métier, mais on peut pas dire, il faut être honnête aussi. Le milieu politique est pas mal aussi, mais c'est voilà, on se dit bon, en termes de vision, d'amour cosmique, l'amour des uns, bon, c'est pas, hein, c'est moyen, quoi. Voilà, donc voilà, vous arrivez tout sourire, vous êtes gentil, l'amour, truc, vous en prenez plein, vous en faites tout trop. Enfin, c'est pas évident. Le monde dans lequel on évolue n'est pas prêt pour ce genre d'expérience. Donc, je pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait? Et j'imagine dans les cabinets de consultation que tu peux avoir. Voilà, tu parles du troisième œil, je suis même pas sûre s'il faut en parler tout de suite. Donc je dirais plutôt de partir des symptômes, de l'acceptation, comment on régule ça. Là, je suis un bon témoin pour pouvoir aider à comprendre. Donc, comment est-ce que l'ethnopsie, j'ai pas d'ethnopsie, moi, à la base, je sais pas. Heureusement que je rencontre Iwan, donc je vais être guidée par des rencontres, heureusement, sur mon chemin. Mais je pense à des gens à qui ça arrive, qui sont un peu fragiles ou qui n'ont pas ça. Moi, tous les chamans que je rencontre me disent, mais heureusement que tu es rationnel, surtout accroche-toi à ton cerveau. Donc, ça me va bien. Pour pas partir trop. Donc, je n'ai pas de réponse à ta question. Je dirais que c'est tout un processus à la fois intellectuel, émotionnel, spirituel, et de devoir gérer avec son propre dosage. Voilà. Il n'y a pas de il faut. Il y a des réponses, il y a un accueil, et on a besoin dans ces cas-là d'écoute et de gens bienveillants qui nous accueillent sans nous envoyer en HP tout de suite, quoi, en se disant est-ce qu'il y a vraiment une décompensation, est-ce qu'il y a vraiment, moi je me suis posé la question, mais là je dirais l'âme, oui, je pense qu'il y a une âme agit, l'âme agit, c'est l'âme agit du monde, et j'ai essayé de me laisser porter par cette magie, de l'accepter. Ça a pris du temps, et aujourd'hui je te dirais oui, j'accepte ce chakra, je sais pas quoi, couronne, enfin peu importe le nom, mais j'accepte des ouvertures, des fermetures et une gestion des émotions hackées. Alors, tu donnes raison à Jérémie Narby, pour ceux qui étaient là. Dans le fond, il y a eu toute une période où on pensait que les chamans étaient psychotiques, que c'était les fous qu'on mettait dans une position chamanique parce qu'ils étaient bizarres et qu'ils disaient des choses bizarres. Alors moi, j'ai le privilège d'être professeur de psychiatrie. C'est moi qui dis qui c'est qui est fou. Voilà. Alors toi, t'es pas folle. Voilà. C'est moi. Philippe, je prends ta place. Tu as juste accès au troisième ordre, tu as juste accès à la conscience modifiée. Tu peux ouvrir ton filtre cérébral, tu peux voir le monde plus grand. Quelle chance tu as quand tu es dans cet état-là. Et j'ai bien lu, sans drogue en plus, comme chez les riches. Il y a la voix sèche. Oh ouais, non, c'est plaisanterie pour ceux qui fument la moquette. Non, c'est bon. Alors, voilà, quand on parle de l'âme dans une conférence scientifique et mystique, ça donne un très bon départ à la discussion et aux questions du public. Alors, le président Michel Cocher nous honore de faire balader le micro. Alors, il faut le tester. Micro-baladeur. Ça marche ? Ouais. Alors, c'est prêt pour vous manifester. Première question. Lancez-vous, bande de jaguars. Voilà, les courageux. Merci. Courageuses. Merci. Alors Sophie, dans ton avant-propos, tu nous as embarqués sur ton navire
Et j'ai une question de pure curiosité. Ton navire, tu l'as appelé Iris. Est-ce que je peux te demander pourquoi ? C'est dans le livre. Tu l'auras. Non, c'est une très bonne question. C'est qu'en fait, l'Iris, voilà, ça a été le nom qui m'était apparu dans une divagation. Mais l'iris, rationnellement, c'est aussi l'œil. Donc, c'était par rapport à de se laisser porter jusqu'au bout, une métaphore de la navigation. Voilà, tout simplement, en fait. La vue, au-delà de la vue. Et c'est vrai que ça fait bizarre, hein, mais donc c'était en hommage un petit peu à cet œil, qui a toujours cette métaphore de la vue, de la vision. Et ce que je prends pour des hallucinations, je comprends en fin d'ouvrage que ce sont des visions. Mais pour changer les mots, passer du négatif au positif, il me faudra tout un apprentissage et donc de la vue. Donc c'est à la fois l'œil, je dirais, tu disais le troisième œil, l'œil intérieur, l'œil extérieur, parce que je vois l'œil intérieur dans l'œil extérieur. Donc c'était très compliqué à gérer. Si je le voyais pas, ça m'arrangerait. Mais ce qui me pose problème à la base, c'est de voir quelque chose que les gens ne voient pas, en fait. Et ça, en principe, à la base, on n'aime pas trop en psychiatrie non plus. Donc voilà. Donc Iris en hommage à la vision. Merci. En fait, tu peux... L'étymologie du mot dragon. Ouais. Vas-y, Raphaël, mais prends le micro. Drakein, ça veut dire voir clairement, rakos, l'œil, en grec ancien. Tout s'explique, je comprends après. Donc merci pour cette explication. Mais Raphaël, tu nous rappelles que ce dont la science a besoin aujourd'hui, c'est d'une science du sujet. On a aussi besoin d'une science qui subjectivise, qui rend l'honneur au discours à la première personne d'une phénoménologie de l'expérience intérieure et extérieure. C'est très précisément la science du XXIe siècle qui doit nous parler de cette énergie très particulière qui nous connecte au monde plus grand et à l'univers. Voilà les défis de la science à venir. Question suivante. Madame et monsieur. Alors, on va faire une dame, un monsieur. Sophie, est-ce que tu comprends toujours le portugais ou est-ce que ça revient par bribes ou est-ce que ça a complètement disparu ? Mais figure-toi que j'étais avec Ninawa, un représentant donc classique du Brésil, et puis on a passé une soirée ensemble, et je comprends toujours le portugais. Je le parle pas, mais je dis oui au traducteur, et des fois quand je fais oui avant le traducteur, j'arrête. je le comprends sans le comprendre, mais voilà. Peut-être pas avec tout le monde, mais ça me parle. Pour l'instant, je l'ai pas perdu, mais j'ai plus revu d'œil de jaguar. Enfin, je fais attention de pas trop les regarder dans les yeux maintenant. Luc, c'est Pentecôte. oui. Madame. Oui, j'avais une question. Vous avez choisi d'appeler ces moments, ces visions, ces ressentis des divagations. Moi, c'est la première fois que j'entends ce mot-là dans ce contexte-là. Ça me fait penser à des transes. Ou alors, vous avez parlé de poésie aussi. Pourquoi ce choix-là de nommer ça divagation ? Voilà, ça m'emmène aussi quand on est installé au soleil, qu'il fait un peu chaud et que l'esprit s'en va ailleurs. Mais pourquoi le choix de divagation ? Est-ce que c'est justement pour faire un meilleur pont entre le monde scientifique et spiritualité ? Voilà, c'est ma question. Je crois que vous répondez parfaitement bien, en fait. Et ce sont même des divagations que j'appelle transpoétiques, donc T-R-A-N-S, poétique. Voilà, tout accroché ou avec un tiret. Et dans le texte, quelquefois, je dis tomber en divagation. Donc, je n'ai pas pu toutes les mettre dans le livre. Je pense qu'il y aura des suites. Et effectivement, c'est un état de transe. C'est-à-dire que j'ai eu d'autres expériences aussi. J'ai dû avoir des opérations. Alors, il y a des trucs très intéressants avec la morphine. C'était pas prévu, je me suis pas droguée volontairement, mais j'ai dû expérimenter des choses assez cocasses. Oui, ça marche aussi. Et donc, dans les, comment on appelle ça, les antidouleurs, je pense, je sais pas quel médicament on met dans les antidouleurs, mais qui m'ont aussi donné lieu à des choses oniriques. J'ai pas j'ai pas pensé qu'il fallait que je prévienne que, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pu rester très longtemps après l'effet. Ça a pu durer très longtemps chez moi après une semaine. Vous voyez, alors normalement ça s'arrête. Enfin bref, voilà.
Et donc les divagations transpoétiques, c'était vraiment pour marquer cette transe, parce qu'à ces moments-là, alors ça peut être au soleil, c'est souvent au contact de l'eau, j'ai toujours à côté de moi, alors en tant que chercheur, on a souvent ça, des notes, mais je peux tomber en divagation, c'est-à-dire faire l'écriture, je sais pas de mots, mais un peu automatique, et puis refermer, donc pas perdre un message. Par exemple, enfin l'écrire, mais je vais le retrouver un mois après, je l'ouvre, je dis c'est quoi ce truc ? C'est moi qui ai fait ça. Ouais, donc il y a un peu presque une déconnexion entre ce que j'ai écrit et la manière dont ça se fait, ou même en connexion. Voilà, là je parlais de la montagne, mais c'est comme des voix. En fait, c'est un dialogue que je retranscris. Donc c'est en ce sens que c'est de la transe. Mais c'est de la poésie, quelquefois. Des fois, je me fais un peu... Voilà. Donc, ça dépend de comment on le perçoit. Et puis, des divagations, parce que ça permet de la rêverie. Donc, proche aussi de ce que peut écrire aussi en spiritualité un certain Philippe Roch. Oui, alors Philippe, le ressuscité... D'abord, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le dragon ou le jaguar qui m'ont atteint, mais... Merci de votre attention et de votre gentillesse. J'ai juste un mot qui me vient et que vous avez évoqué d'ailleurs l'une et l'autre ce soir pour essayer d'approcher cette idée de la science et puis de ce qui semble la dépasser. Moi, je suis aussi à la base un scientifique et j'ai toujours gardé cette exigence scientifique même dans mes divagations. Et au fond, le mot qui me vient, c'est le mot de totalité. C'est-à-dire que la réalité est toujours plus. La science, elle a l'approche scientifique technique, elle a le don d'analyser, d'organiser et surtout d'utiliser ensuite cette réduction de la réalité de manière efficace. C'est pour ça qu'elle est tellement vénérée et puissante. Elle va faire toutes sortes de choses utiles, des choses dangereuses aussi, parce qu'on a réduit cette réalité à une vis, un clou, un trou ou une bombe ou quelque chose comme ça. Mais la réalité complète, elle est toujours plus que ça. Et lorsqu'on divague, c'est simplement qu'on a accès à ces autres dimensions de la réalité, comme les 3 ordres de la médecine. C'est aussi dans ces espaces-là que vient, par exemple, l'intuition des grands scientifiques. Elle ne vient pas de 3 chiffres, elle vient d'une totalité qui les habite et qui fait ressortir dans une certaine efficacité. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais j'avais envie de partager ça. Oui, et dans l'avertissement méthodologique que je vous ai épargné, parce que c'est vraiment une collègue scientifique, je dis qu'en fait j'avance avec la motivation, la curiosité comme motivation et l'intuition comme boussole. Et l'intuition, c'est une science, en fait ça sera une forme de science. Et c'est que comme ça que je pourrais arriver à avoir des réponses jusqu'à une philosophe à Oxford. Beaucoup de choses très intéressantes pour retrouver cette connexion au tout, à l'accepter et à trouver qu'au fond, c'est juste quelque chose qu'on sait mais qu'on a oublié. Et que des gens comme les Kogi aussi, Peuple Racine, nous disent il faut retrouver, il faut vous reconnecter à vos savoirs. Vous les avez oubliés. Vous n'êtes plus connectés. Et donc l'idée, c'est de ramener cette science, cette modernité, mais de nos savoirs, pour être à nouveau connectés à eux, à nous, et de tirer bénéfice des avantages de la science d'aujourd'hui, sans faire n'importe quoi, pour repenser le soin, repenser la manière de se reconnecter aux vivants, pas juste aux êtres humains, mais aussi aux vivants, aux animaux, aux plantes, à la terre. L'âme du monde est... Vas-y. On peut pas ne pas parler de Saint Bonaventure. Moi, j'ai très peu de culture. Ben oui, les 3 yeux de la connaissance. Oui, on est d'accord. Enfin, voilà. Donc les 3 yeux de la connaissance, c'est-à-dire les 3 plans qui rejoignent totalement les 3 plans de la médecine. Il y a la partie matérielle qu'on connaît avec l'œil de chair qui représente les 5 sens, on peut dire. On connaît ce qu'on toucher, entendre, etc. Ensuite, il y a l'œil de la raison, ce qu'on peut comprendre, etc. Intellectualiser, c'est aussi ce qu'on appelle les sciences molles. L'œil de chair, c'est les sciences dures. Après, il y a les sciences molles, l'œil de la raison. Et puis à la fin, c'est l'œil de la contemplation. Donc, il permet de voir tout ce qui est ni matière, ni raisonnement, mais autre chose,
qui s'ouvrent comme ça, de manière des fois surprenante, inattendue. Voilà, ou bien avec des drogues, ou bien avec d'autres moyens. Mais voilà, c'est pour ça l'absence de dialogue, moi j'aime bien. C'est parce que celui qui n'a pas ouvert son œil de la contemplation, il peut pas comprendre de quoi on parle. C'est comme de parler des couleurs à un aveugle, hein, ou de la musique à un sourd. Celui qui ne connaît que l'œil de la chair ou l'œil de la raison, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'œil de la contemplation. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup, Sophie, c'était très intéressant. J'ai une question peut-être plus terre à terre, mais comme vous êtes intéressée au développement durable, et je pense que vous l'êtes toujours, comment vous utilisez cette expérience et cette exploration que vous avez faite ? Alors, c'est dans le livre aussi. C'est à la fin, effectivement. Donc, c'est-à-dire que sur la partie scientifique, c'est facile à relier, sans grand mystère. Et puis, alors c'est vrai qu'on me connaît un peu plus aussi, je développe des modèles économiques. Je conceptualisais l'idée de coopératives de transition écologique avec des revenus de transition écologique pour créer des nouveaux métiers, des nouveaux emplois, une nouvelle manière de valoriser en fait l'ancestralité mais à travers le nouveau. Donc là, je pense encore à Ernst sur les sentiers du savoir, par exemple, les passations. Et ce que j'ai beaucoup vu en Indonésie, beaucoup de clans, en fait. Et donc, ce qui me paraissait dingue en période de Covid, on avait des réunions de clans, donc je voyais des jeunes qui étaient à l'université, donc on parlait RTE, économie, développement durable, et puis ensuite, boum, ils se mettaient en tenue, boum, et on passait sans transition. Allez, on se connecte. Et moi, j'ai du mal, quoi. J'étais un peu tendue. Je dis, ouais, tu me passes ton oncle, là, je te dire deux mots. Donc, c'était une manière de faire qui est extrêmement commune. Et voilà, c'est étonnant. Mais par contre, c'est vrai que le RTE, quand je fais un premier livre en 2018, donc j'ai eu mon expérience publiée après 2020, j'ai déjà ça. Personne ne le sait. Donc là, je vous le lis, oui. Et en tête, j'avais les métiers du soin. Donc j'avais déjà en arrière-fond toute l'écologie du soin. Aujourd'hui, j'ai pu sortir un poste en disant soin de la terre, soin de soi, soin des autres. Et je me disais, mais comment renouer avec l'esprit d'un clan, sans faire de frontal non plus, mais comment recréer des communautés ? Et là, donc, je me resitue dans ma formation d'économiste. Aristote était philosophe économiste, Marx aussi. Il y en a quelques-uns, quoi. Smith a parlé 2 fois de la main visible dans La richesse des nations, mais là, il était philosophe. Il a écrit, je ne peux pas m'empêcher de te répondre du début, sur le spectateur bienveillant. Tu vois, je reste scientifique quand même sur le côté. Et donc, cette idée de communauté, de clan, dans la 3e voie. Parce que en économie, ce qui m'intéresse depuis toujours, j'avais fait ma thèse à l'époque sur tout ce qui était justice sociale, élargie aujourd'hui à la justice environnementale. Et donc, entre l'État et le marché, entre le tout privé et le tout public, il y a une 3e voie, qui est celle qui émerge alors au 19e aussi. Voilà, il y a toute une tradition libertarienne. Alors pour moi, le Christ est un anarchiste libertarien. Enfin, je suis très christique, mais je pense qu'il était super féministe et on pourra discuter d'autres interprétations. Je vois Virgile aussi, on pourra parler. Voilà, très intéressante. Donc pour moi, l'idée, c'était de se dire comment la société civile s'organise pour prendre soin d'elle, en fait. Quand il n'y a pas encore d'ABS en Suisse, pas de sécurité sociale en France, comment on prend soin avec cette question sociale qui émerge, qui est celle de la pauvreté. On avait plein de campagnes, les gens viennent en ville, super, l'industrialisation, mais c'est de la paupérisation, c'est des bidonvilles dans beaucoup de villes en Europe, c'est la filature. Donc comment retrouver cette filiation au-delà de l'école juste libérale, de l'école socialiste ou marxiste aussi, comment il y a une 3e voie qui émerge, qui est celle de l'association, de la coopération. Et on n'est pas dans cette logique-là. Moi, je fais de l'économie sociale et solidaire. On s'est considéré comme la merdouille en boîte. Il faut le dire. C'est pas l'économie qu'on peut mettre en équation mathématique. C'est pas voilà. Donc on me dit, j'ai entendu des gens adorables pour qui j'ai travaillé qui me disaient mais comment une fille aussi intelligente, alors je dis ah waouh super, peut s'intéresser à des sujets aussi inintéressants. Oh, les faits. Donc on a eu ça parce que c'est pas sexy. Puis social solidaire, ça a été récupéré dans l'insertion. Donc en plus c'est les précaires, ça fait pas vendre. Voilà. Donc je retrouve cette dimension du soin, soin de la terre, soin aux autres, du care, et je croise le care avec le solidarisme en fait, l'héritière d'une tradition et avec le care, l'attention, donner du soin, recevoir du soin, prendre soin. Voilà aujourd'hui comment j'essaie de répondre à votre question. Et pour embarquer, il faut peut-être rendre les autres, parce qu'il y a beaucoup qui vont vous pointer du doigt
c'est peut-être pas le modèle actuel. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse et j'aime bien faire le parallèle entre mettre le désir et le durable ensemble. Enfin, rendre le durable plus désirable. Parce qu'il y a beaucoup de mots, je pense que j'ai des experts d'étymologie ici dans la salle, et souvent quand on parle de sobriété et tout ça, c'est pas très vendeur pour la plupart. Donc je pense que le pouvoir des mots, en tout cas. Alors pour moi non plus, sobriété non, c'est pour ça que je dis danser sa joie, création. En fait, quand on parle même de décroissance, quand on décroît dans la nature, c'est qu'on meurt, quoi. Donc c'est la nature, elle croît, elle pousse, elle déborde, elle est pulsion de vie. Donc c'est pas des mots super heureux en fait. Il faut réinventer les mots. Voilà, limiter, non, mais c'est voilà. Oui. Humilité, humus, se reconnecter à la terre, bien sûr. Et puis, dans ces coopératives que je pensais, c'est aussi l'idée de la joie. Donc, je pensais les métiers du soin. Je pensais toujours à ces guérisseurs, me dire, mais comment ils font? Donc, aujourd'hui, on a des art-thérapeutes et d'autres aussi qui font. On a des récits, on a besoin dans les imaginaires. Ce sont les premiers métiers dont on aurait besoin. Des artistes qui nous permettent de mettre en mots, en scène. Moi, quand je fais une conférence, ça peut être très vite, excusez-moi, très vite chiant, quoi. Si je suis dans les concepts salés, quoi. Donc, non, mais c'est chiant, faut le dire. Donc, du coup, les équations des PowerPoint, j'arrête. Si je prends mes étudiants, qu'on fait un peu des deux, mais que des fois, on va dehors, qu'on regarde, vous voyez, les enfants, pareil. Donc, c'est comment on ramène la créativité pour embarquer les gens. On sait aujourd'hui dans les rapports que si on dit on va tous crever, on le sait. Moi, j'ai Dominique tous les 2 jours, on sait qu'il y a un rapport qui va arriver. On en rigole. Je dis, Dominique, je t'en supplie, arrête de m'annoncer une horreur. Je le sais. Et on a besoin de ces rapports. Mais ça ne mobilise pas les foules. Voilà, tout le temps. Donc, on fait un binôme très intéressant. Je dis, écoute, tu les détruis, puis après, j'essaie de mettre espoir, mais ne les détruis pas trop, parce que sinon, ça s'éteint. Donc, il ne m'a pas ravivé. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de dire comment... C'est Primauté, on s'est marré, hein. Et d'ailleurs, j'étais obligée à le faire au lac. J'ai dit, on sort du bureau, on va se connecter. On a fait un nombre de petites cérémonies avec les signes, on a fait les trucs, je lui ai fait fermer les yeux. Il pourrait vous le dire, là, il n'y a pas tous les dessous, c'est pas dans le livre, mais on a eu quelques fous rires intéressants. Donc oui, comment est-ce qu'on crée de la joie? Comment voilà, on donne envie en fait. On donne envie de faire autre chose et comment on ne perd pas ses savoirs. Aujourd'hui, quand je